Aries no Shion, sûrement l'un des personnages les plus respectés parmi les défenseurs d'Athéna. Lui qui a gouverné les 88 constellations au XXe siècle et qui a survécu à la guerre sainte du XVIIIe siècle n'a pas toujours été exemple de tout reproche. Cet homme qui est censé incarner la pureté et surtout la noblesse du combat des saints a été, lorsqu'il était plus jeune, corrompu par des pensées viles, perverses et impures. Quelque part pour moi, l'histoire de Shion représente ce qui arrive quand on fait peser de trop lourdes responsabilités sur les épaules de jeunes personnes. Avoir pour devoir de réparer les armures de toutes les personnes qui iront à la guerre et donc directement avoir la responsabilité de leur vie a été éprouvant pour le jeune Shion. Exposer un si jeune enfant à l'implacable réalité des combats à travers les souvenirs des armures des défunts chevaliers était beaucoup trop pour ce petit garçon. Peut-être dans le but de se protéger, il commença à se sentir supérieur à Circlos et à se penser au-dessus de tout. Le pouvoir. Très souvent les gens cherchent à l'obtenir et quand on l'obtient, on finit toujours par en vouloir plus. Et puis un jour, on finit inexorablement par se faire consumer par celui-ci. Oui, parce qu'au fond, le pouvoir est exactement comme le feu. Si vous n'avez pas la capacité de le contenir, celui-ci vous brûle et vous laisse des marques indélébiles. Ainsi, à trop jouer avec son pouvoir, Shion finira par se brûler et ne passera pas bien loin de la mort. Mais par chance, ou peut-être parce que c'était son destin, le futur chevalier du bélier sera sauvé et atteindra la plus haute distinction qu'un saint puisse avoir, autrement dit, la fonction de grand pop. C'est presque ironique. Lui qui avait du mal à ne pas céder à la tentation lorsqu'il avait le pouvoir sur les armures, finira par avoir le pouvoir absolu. Le pouvoir qui permet de commander à toute l'armée d'Athéna. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué avec l'introduction, dans cette vidéo, on se basera pas mal sur en réalité ce qui s'est passé dans Tenseiya The Lost Canvas, donc sur l'histoire de Shion dans The Lost Canvas et dans les Lost Canvas Chronicles. Et d'ailleurs c'est normal vu que c'est là où il a été mis le plus en avant et où on a plus matière à discuter justement. Même si au fond, je le rappelle, ce n'est pas canon. La seule version canon en fait, autre que le Senseiya qu'on a à l'origine, c'est Senseiya Next Dimension qui est la suite officielle. Et comme vous le savez aussi, je suis un très grand fan de personnages comme Shion ou Kanon qui sont en réalité des personnages repentis, des personnages qui étaient sur le mauvais chemin et qui reviennent donc sur le droit chemin. J'adore ce genre de personnage. Voilà donc pourquoi je tenais vraiment à faire une belle vidéo, pas forcément hyper longue, mais une belle vidéo sur Shion. En tout cas, avant de continuer, je vous invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter en description, Instagram et Twitch aussi, où on fait des lives souvent, des streams, tous les mardis, vendredis, dimanche à 21 h. Donc je vous invite à rejoindre, tout est en description. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle de Shion du Bélier, celui qui murmurait aux armures, le grand pop. サンクチュアリを地上のすべてをだ。そうか。底知れぬ冥王の力、まさしく次元が違う。このままでは全滅。しかし今ここで冥王と因縁を持つあの若者を死なすわけにはいかん。 Shion, l'un des saints les plus importants du XVIIIe siècle, mais également du XXe siècle. Le pont qui relie passé, le présent, mais aussi le futur. Tout simplement, le grand pop. Voilà ce qu'est Shion du Bélier. Un saint exemplaire qui, comme ses pairs, s'est battu et qui, à travers la flamme de la volonté qu'il a transmis à la jeune génération, continue de se battre. Lui qui a combattu farouchement aux côtés des autres saints lors de la précédente guerre sainte, sera, avec son ami Doko, l'un des seuls rescapés de cette guerre sainte. De par son calme et sa sagesse, il se verra confier le rôle de transmettre les objectifs, mais surtout les sentiments de tous ses compagnons à la nouvelle génération de chevaliers. Oui, parce qu'en effet, être grand pop, c'est endosser la joie, la tristesse, les peines et toutes les souffrances des chevaliers de la génération d'avant afin de les transmettre aux nouveaux porteurs de l'espoir. C'est un poids extrêmement lourd à porter et Shion, qui a la capacité de lire dans les gens, était la personne la mieux placée pour assumer ce rôle. Cependant, avant d'être l'être pur et sage qu'il est devenu, il a été un enfant dans le péché. Un enfant qui possédait un grand pouvoir, mais qui en a, pendant très longtemps, fait un très mauvais usage. Ce pouvoir, c'était celui de lire à travers l'armure des autres saints. Celui de pouvoir voir leurs moments de joie, leur tristesse, leur souffrance et surtout leur mort.
C'est ainsi que s'ensuivit un jeu assez pervers, un jeu où ils s'amusaient à regarder à première vue sans l'autorisation des armures leurs moments les plus intimes. N'importe qui ici n'aime pas être observé dans ces moments de faiblesse, je présume. Mais au fond, pour une personne classique, il n'y a peut-être pas de plus gros moments de faiblesse que dans les derniers. Les moments où on rend l'âme, les moments où la mort elle-même vient nous faucher. Chercher à observer une personne lorsque celle-ci rend son dernier souffle est donc un jeu profondément vil et pervers. Et grâce à la technique du nom de réincarnation de Rune de Balrog, on sait que c'est un jeu auquel s'est essayé Shion. Cette technique de Rune permet de montrer à la personne visée le poids de ses fautes et de ses erreurs. Et la plus grande erreur de Shion est justement cette vilaine curiosité qu'il a eue. Comme je l'ai dit dans l'introduction, si on ne sait pas bien maîtriser le pouvoir que l'on a entre les mains, on finit par se faire avoir à son propre jeu. Le poids qui pesait sur les épaules de Shion était vraisemblablement trop lourd pour le jeune garçon. Voilà pourquoi il finira par dévier du droit chemin. Je trouve cette facette explorée par Shiori Teshirogi super intéressante. Dans la série originale, un très grand sens du devoir et une très grande responsabilité pèsent sur les épaules de Seiya et ses frères. Cependant, ceux-ci l'ont toujours ou presque toujours accepté. Ils acceptent d'endosser un très grand fardeau et de sacrifier leur jeunesse, mais surtout leur vie pour le plus grand noble. C'est certes quelque chose d'extrêmement noble et altruiste, mais pour des ados qui ont entre 13 et 15 ans, il faut l'avouer, ce n'est pas très réaliste au départ. Non, en réalité, n'importe quelle personne de cet âge, aussi forte qu'elle est, n'est pas fait pour endosser une telle responsabilité aussi jeune, et c'est ce que je ressens à travers Shion. Devoir réparer et donc partager les sentiments de tous les saints tombés au combat l'a sûrement rendu fou, et c'est pour ça qu'il finira par s'amuser avec les armures et donc finira par profaner les esprits des chevaliers défunts. Ce côté moins manichéen qui diffère de la série originale me séduit énormément dans The Lost Canvas. C'est donc dans cet esprit pervers qu'il fit la rencontre de Rune de Balrog. Quelque part, Shion et Rune sont des gens assez similaires. Ce sont deux personnes à qui on a confié une responsabilité et un pouvoir d'une importance capitale. L'un doit réparer les armures des futurs guerriers et l'autre est en charge de juger les fautes des humains qui se présentent en enfer. En effet, la même perversion malsaine anime les deux personnages. C'est donc pour ça que le remplaçant de Minos du Griffon proposera à Shion de le rejoindre en lui faisant une promesse. La promesse de pouvoir lire le passé de toute l'histoire du genre humain. C'est vraiment important de comprendre ce que signifie lire l'histoire du genre humain. Ça veut dire connaître la moindre parcelle de la vie de tous les êtres humains, leurs défauts, leurs faiblesses, leurs péchés. Autrement dit, ça revient à être en quelque sorte Dieu lui-même. C'est exactement ce que je disais en introduction de la vidéo. À avoir un trop gros pouvoir, on finit toujours par en chercher plus. À partir du moment où vous touchez au vice, vous chercherez toujours à aller plus loin et c'est le principe même de la dépendance et de l'addiction. Cependant, avant de commettre l'irréparable, Shion fut sauvé par l'armure d'argent de l'autel, ou plus précisément, il fut sauvé par les sentiments que son maître Hakurei avait pour ses camarades tombés au combat. Mais comme je vous le dis, à trop jouer avec le feu, on finit forcément par se brûler. Et en effet, c'est ce qui se passera avec Shion. Vu qu'il reviendra dans le droit chemin, Rune n'appréciera pas de se prendre un refus. Ainsi, comme à son habitude, il se permit de châtier le jeune garçon, lui laissant ainsi une marque indélébile, preuve de son péché et de sa faute. On peut assimiler ça à la fameuse brûlure justement. C'est ainsi que le spectre s'en alla, laissant pour mort Shion. Mais fort heureusement, le garçon fut dans un premier temps sauvé par les armures des défunts guerriers, puis il fut sauvé par le sang de son maître. Il fut sauvé par ces armures qu'il avait profanées, qu'il avait souillées. Voilà pourquoi il se demanda comment se fait-il que celle-ci accepte de lui venir en aide, à lui, le pécheur qui leur a fait tant de mal. Pour moi, il y a deux raisons possibles à ça. La première est, comme le dit Hakurei, parce que celle-ci voulait que Shion ait conscience de leurs sentiments, leur joie comme leur colère. Tout à l'heure, je disais que personne n'aimait qu'on l'observe durant ces derniers moments de faiblesse, mais ce n'est pas le cas de la plupart du temps d'un saint. Pour un saint, mourir au combat est un honneur parce que cela signifie mourir pour l'amour et la paix sur terre. Ces derniers sont fiers de donner leur vie pour un noble combat. Et d'ailleurs, ça me rappelle encore une fois les paroles de la Bible, quand le Christ disait dans l'évangile de Saint Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est exactement ce que les saints ont fait. Ils ont donné leur vie pour leurs amis, leurs compagnons, leurs frères d'armes. C'est grâce à ces sacrifices que lui, Shion, aujourd'hui, est vivant. Et pour moi, la deuxième raison non dite, c'est tout simplement l'amour. Non pas l'amour au sens charnel du terme, mais l'amour de son prochain, le
pardon. Même si Shion leur a fait du mal, ces derniers acceptent de lui pardonner parce que c'est également ça l'esprit d'Athéna. C'est après cette réflexion que Hakurei lui-même fit à Shion une autre blessure, mais pas pour l'accabler, mais plutôt pour le sauver et lui donner du sang. Si la blessure de Rune est une blessure qui renvoie à une faute, celle de Hakurei renvoie à un espoir, un idéal et une transmission de pouvoir. Cette blessure lui rappelle qu'il est le pont entre le passé et l'avenir et qu'il est l'héritier de toute une génération de chevaliers. Des chevaliers qu'il a connus à travers leur armure et leurs combats. Comme Shion dira lui-même à Balrog, tout ce qu'il sait de lui, c'est son passé. Rien d'autre. Son avenir lui appartient à lui et seulement à lui. C'est à lui seul de décider de la voie qu'il va emprunter, guidé par la volonté des anciens chevaliers. D'ailleurs, l'attaque qui lui a été transmise de son maître, le Sekishiki Tenryuha, représente pour moi très bien cet état d'esprit. Cette attaque réunit les âmes de tous les chevaliers défunts, tombés au combat et unifie leurs forces pour les faire converger vers un seul ennemi. Même si l'enveloppe charnelle des saints disparaît, leurs âmes ainsi que leurs volontés sont toujours présentes dans le cœur des générations futures. Et de ce fait, ceux-ci ne mourront jamais et vivront éternellement tant que les saints existeront. C'est en écrivant sa propre histoire à l'aide des anciens que Shion put battre Rune. Comme il le dit lui-même, c'est le rugissement de l'histoire que celui-ci ignore. Rune, qui après avoir été englouti par une histoire qui le dépasse, reconnut les qualités de pop et de leader de Shion. Voici le message de l'histoire de Shion selon moi. Rien n'est écrit à l'avance. Quel que soit le passé, c'est nous qui façonnons l'avenir et qui lui donnons la direction que l'on cherche. Et pourtant, malgré tout ce que je suis en train de dire, le chemin ne fut vraiment pas facile, que ce soit avant de devenir Gold et même après. Dans la série des Senseiya The Lost Canvas Chronicles, on a 2 tomes qui sont consacrés à Shion, c'est-à-dire les tomes 13 et 14. Le premier, donc le 13, explique les cheminements et les péripéties qu'il a dû endurer pour acquérir l'armure du bélier. En effet, depuis maintenant quelques temps, Shion sent un appel très fort de l'armure du bélier et il sent que celle-ci le supplie de l'endosser. De même, Shion se sent prêt à assumer cette responsabilité, d'autant plus que sa clause l'a choisi et l'a reconnu légitime. Cependant, une personne s'y oppose et cette personne, c'est Hakurei, son propre maître. Celui-ci ne le pensant pas prêt à assumer une telle tâche. Mais l'heure de la guerre sainte approchait et le sanctuaire avait besoin de toutes ses forces, particulièrement celle des Gold. C'est dans cette idée que le grand pop décidera d'envoyer son élève Manigoldo convaincre son grand frère d'accepter de laisser Shion endosser la clause d'Aries. Mais l'ex-chevalier de l'autel restera dans un premier temps camper sur ses positions. Et Hakurei n'est pas borné pour rien. En réalité, depuis l'incident avec Rune, la sensibilité de Shion par rapport aux armures s'est encore accrue. Ça signifie que dès qu'il touche une clause, qu'il le veuille ou non, il voit à travers cette linéaire. C'est ce qui se passera lorsqu'il touchera la clause de Manigoldo par exemple, où il précisera qu'il a lu à travers celle-ci sans le vouloir. Un problème se pose donc. Quand il s'agit d'une armure basique, il n'y a pas de souci, il pourrait le supporter et l'endosser sans problème. Cependant, s'il s'agit d'une armure particulière comme une Gold Clause, il ne pourra pas le supporter. Particulièrement s'il s'agit de la clause du bélier, qui est sûrement, d'après Hakurei, celle qui renferme la plus grande souffrance. Mais bon, après un combat, le maître de Jamir décidera de laisser son disciple, accompagné de Manigoldo, partir à la quête de l'armure d'or. Sur le chemin, Shion ressentira l'appel du bélier de plus en plus fort, et soudain, lui et Manigoldo furent téléportés dans un mystérieux endroit. Quelques instants plus tard, il fit la rencontre d'un jeune garçon nommé Yugo. Ce jeune garçon est très intriguant puisqu'il semble connaître Sage et Hakurei comme s'ils étaient des amis de longue date. Mais surtout, Yugo les guidait vers le but de leur venue, autrement dit, la clause du bélier. C'est à partir de cet instant que l'on comprit tout. La voix que Shion entendait en songe n'était pas réellement la voix de la clause du bélier à proprement parler, mais plutôt celle de son ancien possesseur, Avenir du bélier. Alors, avant de continuer, il faut expliquer qui est vraiment Avenir. Dans la temporalité de The Lost Canvas, le plus ancien chevalier du bélier qu'on connaisse est Khedgar. Il s'agit du saint du bélier du 15e siècle de base. Cependant, celui-ci mènera une révolution avec le grand pape de l'époque Itia de la Balance et fut tué durant celle-ci au 15e siècle. L'histoire de cette tragédie est contée dans les tomes 15 et 16 de Senseiya Chronicles. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir une ancienne vidéo que j'avais faite il y a un peu plus d'1 an sur l'identité et les pouvoirs et les objectifs du chevalier de l'Ophiuchus, donc le 13e chevalier d'or. Je fais un petit résumé, donc si vous avez la flemme de le lire et de l'acheter, vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais cependant, après cet événement tragique, il se produisait un phénomène assez curieux. La clause de Khedgar, qui avait été suivie par Hadès, vit apparaître quelques années plus tard un nouveau chevalier du bélier et ce saint était Avenir. En fait, Avenir, c'est un gold saint du bélier du futur ramené dans le passé par Chronos.
Il vient d'une temporalité où Athéna et les saints ont perdu face à l'armée des enfers et surtout où Athéna fut tuée par son ennemi juré, donc Hadès. Tout porte à croire qu'en vrai, Avenir n'est nul autre que l'alter ego de Mu du Bélier. On peut supposer cela parce que d'après Kairos, sur qui on reviendra tout à l'heure, Chronos, son grand frère, a envoyé Avenir dans le passé afin qu'il puisse faire de Shion un guide pour la génération future et pour qu'il puisse sauver son époque. Ce qui veut dire, par déduction, que Avenir provient de la guerre sainte qui a suivi celle de l'époque de Shion, puisque Shion doit sauver sa future époque, donc voilà. Et donc, en d'autres termes, la temporalité de Avenir est celle de Seiya et des autres si celui-ci n'avait pas réussi à faire de Shion le saint du Bélier. Voilà, j'espère que c'est clair pour ceux qui n'avaient possiblement pas compris le cas de Avenir, parce que bon, c'est vrai que quand on lit tout d'un coup, on comprend pas. C'est donc à Avenir que Shion essaiera de se connecter. Et comme l'avait prévu Hakurei, il fut dans un premier temps submergé par les souvenirs de celui-ci. Des souvenirs d'un avenir terrible, un avenir de chaos où l'espoir n'existe plus. C'est sûrement la pire chose qui puisse arriver. En effet, les saints sont des chevaliers de l'espoir. Ils vivent pour cet espoir. Un monde où cet espoir n'existe plus est un monde où les saints ont échoué. Mais contrairement à ce que pensait le frère aîné de Sage, Shion put assumer tous ses souvenirs et par la même occasion libérer Avenir et Yugo de tous leurs tourments. La vie de Shion a vraiment été difficile. En plus d'avoir vu toutes les batailles passées et la mort de tous les anciens saints, il vu tous ses compagnons d'armes tomber un à un et malgré ça, il assumera la fonction et la destinée qui sont les siennes. Après avoir combattu lors de la guerre sainte, il aidera à la reconstruction du sanctuaire, que ce soit manuellement ou en aidant les futurs saints comme Ténéo du Taureau ou Mu qui prendra sa succession. Dans le tome 14 de Senseiya Chronicles, il affrontera une dernière fois Kairos et fit appel aux esprits de Sacha et Tenma pour le vaincre. En parlant de Kairos, je trouve que c'est un perso injustement critiqué et je ferai une vidéo pour vous dire pourquoi perso, moi je l'aime bien sans que ce soit mon perso préféré. Lui qui au final avait de réels sentiments pour Partita et pour son fils. Bref, Shion est tellement dévoué qu'il acceptera d'endosser le rôle du traître pour encore une fois sauver le monde et la nouvelle génération. C'est donc en s'adressant à son meilleur ami Doko, avec qui il avait partagé tant de joie et tant de peine, qu'il s'éteignit, faisant la promesse qu'ils se retrouveront dans un futur proche, c'est-à-dire dans la mort. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, le meilleur moyen de montrer qu'elle vous a plu, c'est commenter et laisser un petit pouce bleu. Ça aide au référencement, surtout qu'on prend petit à petit les vidéos Senseiya, donc ça fait plaisir. Je vous invite encore une fois à venir sur mes réseaux, sur Twitch, voilà, où on stream ensemble. Si vous voulez regarder quelques streams de temps en temps passer, ça soutient et c'est super intéressant. J'ai aussi prévu une autre vidéo sur Doko. Alors je sais pas si je vais la faire en janvier ou en février ou je sais pas, mais j'ai aussi prévu une autre vidéo sur Doko qui sera aussi assez, je pense, dans la même dimension que celle-ci, donc pas hyper longue, mais quand même assez consistante, quoi, entre 18 et 20 minutes. Et du coup, j'espère que celle-ci vous plaira, donc voilà. Si vous avez des personnes sur qui vous voulez vraiment une vidéo, peut-être sur laquelle je n'ai pas fait, bien évidemment, regardez la playlist Senseiya, parce que j'en ai fait plein des vidéos Senseiya. Si vous voulez une vidéo sur un personnage en particulier que je n'ai pas encore, dont je n'ai pas encore parlé, vous pouvez mettre tout ça en commentaire, et je vous lirai, et je verrai si jamais c'est intéressant d'en faire une. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.